bonjour à tous et à toutes. Nous, on propose dans le cadre de notre étude de prendre un peu plus de la hauteur sur la littérature qui met en lien la stigmatisation et l'entrepreneuriat. Depuis le matin, on parle beaucoup de cette thématique-là et on a proposé de mener cette recherche qui est pour l'instant une étude comment dire, exploratoire, c'est-à-dire c'est une étude qui n'est pas encore aboutie, c'est une étude qu'on est en train de réaliser dans le cadre d'un numéro spécial, donc c'est une étude préliminaire. Voilà. Donc la présentation va s'articuler autour de 4 points, une introduction, une revue de littérature très rapide, et on va plus nous accentuer sur la méthodologie qui est quand même un peu innovante, on va dire, pour conduire cette recherche-là. Et puis, les premiers éléments de résultats qui ont commencé à émerger de cette étude bibliométrique. En termes d'introduction, donc de façon générale, la stigmatisation est définie dans la littérature comme une marque de honte ou une tache sur la réputation. Et elle est décrite aussi comme quelque chose de profondément discriminant pour les personnes qui sont stigmatisées. Et en entrepreneuriat, puisque c'est ce qui nous concerne le plus, la stigmatisation est généralement liée à l'échec entrepreneurial ou au genre ou à l'appartenance à un groupe marginalisé ou à l'activité exercée par l'entrepreneur. Et donc, on a dans cette littérature qui met en lien la stigmatisation et l'entrepreneuriat des travaux qui se développent depuis une vingtaine d'années. Et on a constaté en fait qu'il y a une absence de vision systématique de la manière dont la recherche sur la stigmatisation en entrepreneuriat a évolué depuis ces 20 dernières années, d'où la pertinence pour nous de conduire une étude bibliométrique qui va présenter, qui va permettre pardon, de comprendre les bases sur lesquelles s'est construite la littérature sur la stigmatisation en entrepreneuriat et qui va nous permettre également d'identifier les thématiques qui sont explorées dans cette littérature-là, les apports et les limites de cette littérature, et de faire ressortir, in fine, des possibles voies d'issue pour, ou dit autrement, des perspectives, on va dire, de recherche future. Donc, la recherche pose une question principale qui consiste à comprendre comment les recherches sur la stigmatisation en entrepreneuriat ont évolué dans la littérature académique et quels sont les principaux courants de cette recherche. Voilà. Très rapidement, en termes de revue de littérature, sans pour autant revenir sur un peu ce que j'ai dit, la stigmatisation va être définie comme un processus façonné par des normes sociales par lequel des individus d'un groupe social vont émettre des jugements collectifs sur d'autres groupes porteurs d'une ou plusieurs marques de stigmatisation ou de stigmates. Et donc, les personnes sont stigmatisées en raison de ce qu'elles sont ou en raison de ce qu'elles font comme activité, par exemple, pas parce que ces personnes-là sont perçues comme non respectueuses des normes ou des attentes de la société. Et donc, la stigmatisation, de façon générale, peut toucher les individus, mais également les organisations. Je vais passer très rapidement sur la stigmatisation en entrepreneuriat et je vais passer la parole à mon collègue qui va peut-être plus présenter la méthodologie qu'on a adoptée pour conduire cette étude bibliométrique. Donc, la stigmatisation en entrepreneuriat va limiter l'accès au financement pour les entrepreneurs parce que les entrepreneurs stigmatisés seront perçus comme plus risqués par les financeurs. La stigmatisation va conduire à l'exclusion de certains entrepreneurs des réseaux professionnels d'accompagnement, par exemple. Et enfin, la stigmatisation en entrepreneuriat peut freiner la relance des entrepreneurs après un échec entrepreneurial en raison de politiques inadaptées. Donc, Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, comme mon collègue l'a dit, on est trois à réaliser ce travail. Malheureusement, la troisième personne n'a pas pu être disponible pour cette présentation.
Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit sur la stigmatisation, juste faire une parenthèse pour dire que la stigmatisation a été d'abord conceptualisée comme quelque chose d'individuel. Ça, c'est les travaux de Goffman dans les années 63, qui a d'abord commencé à conceptualiser ce concept-là. Et donc, il a écrit un très bon livre là-dessus qui parle justement de la stigmatisation au niveau individuel. Et ensuite, donc, du coup, ces travaux-là ont concerné aujourd'hui à la fois les organisations, les groupes d'individus et ainsi de suite. Alors nous, ce qu'on propose de faire dans ce travail, alors évidemment, il l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est suite, enfin, on veut en tout cas répondre à un SI. C'est pour ça qu'on a adopté cette approche-là. Donc le SI, c'est pour le mois de septembre. Et donc l'étude bibliométrique qu'on cherche à réaliser, en fait, il est basé sur un logiciel Artirev. Le logiciel Artirev, si vous voulez, c'est un assistant de recherche documentaire basé sur l'intelligence artificielle. Il a été développé par Scanlit, en quelque sorte. Et donc, il permet justement d'identifier, de hiérarchiser et d'organiser, si vous voulez, les unités de recherche, en fait. La recherche ou les références bibliographiques en unité de sens, d'accord, qui à la fois met en évidence ce qu'on appelle les thématiques actuelles de recherche, mais aussi toute la partie qui concerne les écoles de pensée, les textes fondateurs du domaine étudié. Et donc, en fait, l'idée, c'est de passer par Artirev. Hein. On a tous vécu quand on travaille quand on se lance sur un sujet donné, à travailler sur de la littérature, d'abord à passer sur plusieurs bases de données, notamment on essaie de voir Google Scholar, on passe par Scopus, on passe par Carnet Info, enfin, toutes les bases de données disponibles, on essaie à travers des mots-clés, à récupérer des choses. Ici, en fait, l'intérêt en fait, de Artirev, c'est qu'une fois que vous tapez vos mots-clés, une fois que vous les avez identifiés, une fois que vous les avez cernés, ces mots-clés-là, il vous permet, en fait, une fois que vous les tapez bien, d'obtenir, en fait, si vous voulez, une base de données qui est non seulement identifiée, mais hiérarchisée et, en fait, si vous voulez, nettoyer complètement dans le sens où vous n'avez pas de doublons. Dans ce qu'il cherche en quelque sorte. Et ça, en fait, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle la base de données primaire, c'est-à-dire l'ensemble des articles sur lesquels porte votre sujet de recherche. Ici, en l'occurrence, nous, ce qu'on cherche ici, c'est le mot stigma. Alors, stigma, on le met comme ça parce qu'on cherche à la fois stigmatisation, enfin, là, c'est la racine qu'on met tout à l'heure. Et ensuite, entrepreneur, c'est pareil. Et on cherche entrepreneur, entrepreneuriat, entrepreneurship, tout ça. Et donc, que ça soit en français et en anglais. Et en fait, ce logiciel-là, ou Artirev, en fait, il est basé sur Scopus, en fait, sur la base de données Scopus, qui référence quand même énormément de données. Et là, ce qu'on cherche aussi de plus dans cette requête, c'est justement tous les articles qui sont rankés, donc qui sont classés 1, 2, 3 ou 4, en fait, sur la base FNESH. Donc là, on n'a que des documents, ou en tout cas que des articles, qui sont classés dans des revues, donc dans des revues classées FNES. Alors, en fait, une fois qu'on a ce travail-là, le travail, il est fait, en fait, vous avez ici 62 articles qui constituent notre base de connaissances. Là, par exemple, dans ce travail-là, le mot stigma et entrepreneur, en fait, nous donne 62 articles, quand on les combine les deux. Et donc, quand on les combine, et en plus, on combine aussi avec, parce qu'on veut quand même des documents ou des articles qui sont rankés, nous donne 62 articles. Ces 62 articles-là, c'est notre base de connaissances sur ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a ces 62 articles, la revue bibliométrique, en fait, nous permet de faire deux choses. Nous permet, d'identifier ce qu'on appelle le cœur intellectuel ou les écoles de pensée. Autrement dit, il fait ce qu'on appelle une analyse de co-citation de référence. L'analyse de co-citation de référence permet d'identifier quels sont, dans les 62 articles proposés, les articles les plus cités dans la littérature sur la stigmatisation et l'entrepreneuriat combiné. Et en l'occurrence, ici, on en a 34. Donc en fait, le logiciel nous permet de dire que sur les 62 articles, donc notre échantillon de second ordre sur lequel maintenant on va baser notre recherche, il est composé de 34 articles. Ces 34 articles-là ont été ensuite divisés en deux groupes qu'on appelle des clusters. D'abord, le premier cluster, c'est la stigmatisation organisationnelle et sa gestion, et un deuxième cluster qui concerne la stigmatisation de l'échec entrepreneurial. Ça, ce sont les écoles de pensée, c'est-à-dire le cœur intellectuel. Si vous devez réaliser un travail qui lie à la fois entrepreneuriat et stigmatisation, il faut absolument que vous lisiez ces 34 articles-là.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez un deuxième traitement, ce qu'on appelle l'analyse de couplage bibliométrique. L'analyse de couplage bibliométrique permet justement d'identifier ce qu'on appelle les thématiques actuelles de recherche, c'est-à-dire quelles sont actuellement les conversations scientifiques sur votre sujet. Et là, vous avez la possibilité de choisir les années, en fait. Vous pouvez dire au logiciel, moi, je veux les conversations scientifiques sur les 3 dernières années, sur les 4 dernières années, sur les 5 dernières années. Et là, justement, ça dépendra de ce que vous voulez faire, ou en tout cas de ce que vous voulez faire sortir. Et là également, ici, il va vous sortir, là également, sur les 34 toujours articles, vous avez ici 3 groupes, 3 clusters. Il y a la stigmatisation et l'échec entrepreneurial, la stigmatisation des groupes marginalisés et la mobilité socio-économique, et la stigmatisation et les parcours entrepreneuriaux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites ça, alors la question qui peut se poser, c'est alors, donc, comment on obtient ces articles-là? Il faut dire qu'il y a un seuil quand même à déterminer. Parce que le logiciel Artirev, il détermine un seuil standard, accepté pour eux. Mais en fait, ici, l'interprétation n'est pas statistique, elle est du sens en fait. C'est dans les groupes que vous allez identifier. Une fois que vous les avez étudiés, vous les avez révérifiés, c'est est-ce que les articles qui sont dans ces groupes-là ont un sens pour vous. C'est-à-dire, auquel cas, s'il y a un sens pour vous, vous les gardez. S'il n'y a pas de sens pour vous, vous pouvez diminuer le seuil ou augmenter le seuil. Sachant que plus vous augmentez le seuil, plus vous diminuez le nombre d'articles dans votre cluster. Ça, c'est la première chose à avoir. La deuxième chose à avoir, c'est que, je disais tout à l'heure, dans les thématiques actuelles de recherche. Alors évidemment, quand on parle de thématiques actuelles de recherche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. C'est que dans les recherches académiques, on voit bien qu'il y a des articles qui sont des articles systématiques et des articles bibliométriques, qui citent beaucoup d'auteurs là-dedans. Et en fait, ça peut poser un problème. Et justement, dans le deuxième traitement, qui est ce qu'on appelle l'analyse de couplage bibliométrique, l'analyse de couplage bibliométrique, qu'est-ce que c'est réellement? C'est 2 auteurs systématiquement un même article, alors ils sont proches au niveau bibliographique. Et donc, en fait, dans ce travail-là, alors si vous devez faire ce travail-là, il va falloir en ce moment-là extraire ou supprimer tous les articles systématiques et bibliométriques avant de faire le traitement sur l'analyse de couplage bibliométrique. Parce que sinon, ça va fausser en fait le clustering de cette deuxième partie de l'analyse. Donc finalement, on peut avoir ces articles-là, les traiter, parce que là, par exemple, dans les écoles de pensée, vous avez le premier groupe qui traite de l'impact de la stigmatisation sur les industries, l'histoire, la légitimité et l'identité organisationnelle. Donc, je ne vais pas aller développer, comme on appelle, l'ensemble des écoles de pensée, notamment en l'occurrence 2, ni sur les écoles, sur les thématiques actuelles de recherche. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça vous permet, dans un premier temps, alors il y a quelque chose qui n'apparaît pas ici, parce qu'évidemment, quand on fait de la bibliométrie, il y a une partie analyse descriptive à faire derrière. Autrement dit, ce qui n'apparaît pas là, c'est cette partie d'analyse descriptive qui consiste à identifier le nombre d'articles publiés dans des revues classées, en fonction aussi justement des domaines. Est-ce que ces articles-là sont publiés dans le domaine du marketing, de l'économie, de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc il y a un premier travail à réaliser avant justement d'arriver à ces thématiques de recherche et à ces écoles de pensée. Ces écoles de pensée, l'objectif, comme l'a dit mon collègue, c'est identifier des perspectives de recherche futures, et la grande partie, ou la grosse partie en tout cas, qui reste à faire là, c'est réaliser ce qu'on appelle la discussion de ce travail pour justement apporter, si vous voulez, un peu la tâche du chercheur qui est en fait l'analyse critique en quelque sorte. Parce que là, on peut dire que finalement, le logiciel nous a permis d'avoir ça. Et finalement, notre rapport à nous serait donc dans la discussion et comment identifier des choses qui sont intéressantes afin à la fois d'avoir un apport théorique, mais aussi un apport managérial derrière. Bon, là, il nous reste moins d'1 minute pour faire un résumé rapide. Vous voyez bien que c'est un travail qui est, on va dire, assez conceptuel. Les différents groupes qu'on a identifiés à la fois sur le cœur intellectuel de cette littérature-là et sur les thématiques actuelles de recherche, pour l'instant, on est dans une phase de description de ces différents groupes. Et donc, derrière, l'idée, c'est vraiment de faire une analyse plus critique de ces différents travaux et de proposer des pistes de recherche si on a envie de travailler en tant que chercheur sur la stigmatisation et l'entrepreneuriat,
quelles sont les thématiques actuelles qui sont discutées et sur quel sujet ou quelles problématiques on peut travailler sur les recherches futures. Donc, nous allons nous arrêter là pour notre présentation et nous sommes disposés à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci à vous deux. Donc, s'il y a des questions. On m'entend ? Bien, vous avez présenté un logiciel qui s'appelle Artirev. Oui, je le connais. L'avantage, c'est qu'il est nettoyé, c'est très lié à Scanlit et à ce qui est fait par la FNEJ. Et donc, c'est par rapport au classement FNEJ. Il serait peut-être intéressant, parce que ce logiciel est gratuit, d'utiliser VozViewer. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que là, il a l'avantage effectivement d'être gratuit et de faire peut-être des manipulations que je ne connais pas sur Artirev. Là, vous avez parlé d'articles qui se ressemblent, vous avez mis dans des groupes, hein. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre des auteurs l'un avec l'autre, de voir aussi si un sujet finalement été ignoré pendant un certain nombre d'années, et si maintenant il est plus traité, on peut regarder par rapport au nombre d'années, etc. Et là, il est très sensible au classement FNEJ. Or, il n'y a pas qu'un seul classement. Il y a le classement ABS, il y en a plein des classements, etc. Alors, évidemment, pour les grandes revues, c'est clair, ils sont tous classés 1 parce que c'est des revues majeures, etc. Mais fondamentalement, ça serait peut-être intéressant. Mais comme vous l'avez dit justement, c'est purement descriptif. En fait, vous avez essayé un petit peu de débroussailler les choses. Et si vous voulez ensuite en faire un article, il faut faire deux choses. La première, dire quelles sont les pistes, qu'est-ce qui a été étudié, qu'est-ce qui n'a pas été étudié, et c'est là-dessus que je vais travailler. Mais maintenant, c'est plus suffisant. Vous allez être rejeté. Bon. La deuxième chose qu'il faut mettre, c'est essayer d'accrocher ces clusters à des théories ou à des cadres théoriques, en disant, voilà, on a ce cluster-là, ça parle de ça, etc. Et le cadre théorique qui a été utilisé, c'est essentiellement celui-là parce que telle ou telle chose. Replacer ça dans un contexte. Si vous ne le faites pas, ça ne sert finalement presque à rien, si ce n'est à vous donner une idée des choses. C'est une évolution que je vois de plus en plus dans ces études bibliométriques. Et c'est de plus en plus exigeant. Les premières, elles étaient assez simples et ça passait presque comme une lettre à la poste parce que ça avait le charme de la nouveauté. Voilà. Maintenant, on est devenu beaucoup plus professionnel et donc ça va de plus en plus loin et surtout, quelles sont les pistes de recherche futures, etc. Qu'est-ce qui permet d'aller plus loin et quels sont les auteurs qui travaillent, quelles sont les institutions dans lesquelles le plus souvent les gens travaillent, etc. Donc vous avez plein de manipulations. Je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais utilisé Artirev. Je l'ai utilisé pour un autre sujet, mais sur VozViewer. Ce qui serait amusant, c'est d'utiliser les deux outils et de voir s'ils donnent les mêmes clusters. Mais ça, c'est un autre problème. Oui, effectivement, vous avez raison. Avant justement de me pencher sur Artirev, j'avais fait un essai justement sur VozViewer en fait, parce qu'il a l'avantage d'être gratuit, comme vous le dites. On avait aussi beaucoup de possibilités justement de traitement, notamment tout ce qui est collaboration interinstitutionnelle, tout ce qui est collaboration avec des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous et il serait intéressant justement peut-être de combiner les deux pour voir est-ce qu'on pourrait avoir un résultat dans ce sens-là qui pourrait... Ça donnerait peut-être plus de force encore à vos clusters. Voilà, Ouais. on a utilisé deux outils qui sont connus, etc. Est-ce que ça se recoupe ? Oui, effectivement. Alors, justement, sur l'analyse des clusters, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je vois que le temps file devant moi. C'est que, en fait, justement, dans l'analyse de ces clusters-là, c'est qu'il y a plusieurs choses, en fait, dans cette analyse. Parce que, alors, il y a toute la partie descriptive, mais il y a la partie analytique derrière qui consiste à identifier dans ces recherches-là quels sont les niveaux d'analyse qui ont été étudiés, quelles sont les méthodologies qui ont été employées, quelles sont les théories justement qui ont été aussi utilisées en fait. Et voilà, je pense qu'effectivement, une fois qu'on a ça, l'idée justement, c'est de faire ce travail-là. Parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la discussion qui consiste justement à proposer un schéma explicatif de ce truc-là afin justement d'amener le lecteur à trouver un intérêt justement sur le travail que nous sommes en train de réaliser. Si je peux rajouter quelque chose très rapidement, en quelques secondes,
Effectivement, c'est intéressant, hein, la suggestion de faire émerger les théories qui sont mobilisées par les travaux des différents clusters. Pour avoir reviewé très récemment un projet de papier pour une revue dont je vais taire le nom, qui a fait une étude bibliométrique. Effectivement, il manquait cette dimension théorique derrière. Donc, les projets de papier, ou en tout cas les articles bibliométriques qui sont de plus en plus publiés actuellement, manquent d'intégrer cette dimension théorique. Donc, merci pour cette remarque qui nous sera très utile. D'où l'intérêt d'avoir présenté le papier. Je pense que Loïc va nous dire qu'on va continuer la discussion lors de la pause, parce qu'on est à moins de 30 secondes. Et donc on a... C'est pas une question, c'est juste une... Faites attention, parce que je travaille énormément avec les outils d'IA, même dans la recherche. Faites attention avec Artirev, avant d'arriver à des conclusions, faites attention aux données, parce que ça reste du NLLM, c'est de l'intelligence artificielle qui traite du texte. Si le résumé chez la revue est mal formaté, où il manque des choses, où il est tronqué quelque part, vous voyez les 3 points qui s'affichent pour affiche, bah ça, Artirev, il ne le comprend pas et il ne l'interprète pas et ça vous fait manquer du sens dans les clusters, comme vous dites. Donc faites attention à ça. Et pourquoi pas utiliser un protocole systématique dans une analyse bibliographique, c'est-à-dire être très rigoureux sur les articles à intégrer dans votre base de données ou non. Donc c'était juste une petite remarque parce que je connais Artirev, je travaille avec et je sais que c'est un problème très courant. Merci. Merci Ahmed pour ce conseil, utile certainement à plus que vous.